Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle écrite par H.P. Lovecraft et intitulée Le modèle de Pickman. Elle a été publiée en 1927 dans le magazine Weird Tales. Vous commencez à connaître la chanson. À vrai dire, j'ai envie d'en parler parce que l'une des personnes qui regarde la chaîne YouTube me l'a suggéré. De plus, dans un même temps, j'ai regardé l'adaptation cinématographique que l'on peut trouver dans le cabinet des curiosités sur Netflix. Il s'agit donc d'un épisode en particulier de cette série. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, j'évoquerai le parallèle entre l'adaptation en série et l'œuvre littéraire initiale. L'histoire de cette nouvelle prend la forme d'une discussion rapportée par un certain Thurber qui s'adresse à un dénommé Elliot à propos d'un club d'art et d'un peintre en particulier qui se nomme Pickman. Ce dernier semble avoir terrorisé le narrateur et c'est bien l'objectif de cette nouvelle de nous faire comprendre pourquoi. Pickman est donc un grand peintre qui s'attire autant le respect et l'admiration que le mépris et les critiques acerbes de ses pairs de par l'horreur et l'extrême de ses tableaux. Le narrateur, Thurber, va expliquer pourquoi il admirait Pickman et narrer ensuite le moment où il a commencé à avoir trop peur du peintre pour le revoir. En fait, lorsqu'il est passé de l'admiration à la crainte. Et par ce témoignage, un mécanisme littéraire souvent utilisé par Lovecraft, l'auteur se permet de teaser l'horreur, de nous la suggérer avant de nous plonger en plein dedans. Ici, le narrateur semble, comme je l'ai dit, traumatisé au point de ne plus vouloir entrer dans un métro ou dans une cave après avoir visité la maison de son ami disparu, Pickman. Et sachant que nous sommes au courant du penchant morbide des peintures de Pickman, tout ça nous amène à une certaine intrigue, une certaine curiosité un peu malsaine. Le narrateur dira d'ailleurs « L'art morbide ne me choque pas, et lorsqu'un homme a le génie de Pickman, pour moi, c'est un honneur que de le connaître, quelle que soit la direction que prenne son travail. Boston n'a jamais eu de plus grand peintre que Richard Upton Pickman. Je l'ai dit dès le départ et je continue de le dire. Et mon opinion n'a jamais varié d'un pouce, même quand il a exposé son repas de la Goule. Vous vous en souvenez, c'est à ce moment-là que Minot a rompu avec lui. Dès le début, je sens que je vais adorer ce récit. Celui d'un homme au génie incompris, réalisant des toiles de peinture si horribles qu'il en perd le respect et l'amitié de son entourage. C'est un excellent travail de la part de Lovecraft. Le récit nous amène ensuite vers les motivations de Pickman. Et ici, je vais citer tout simplement le peintre. Dans ce passage, il s'adresse au narrateur, Thurber. « Ah, je vous l'ai dit, les gens savaient vivre autrefois. Ils savaient comment repousser les limites de la vie. Notre monde n'était pas le seul monde que pouvait connaître un homme audacieux et sage. Et dire que par contraste, les cervelles d'aujourd'hui sont si tristement délavées que même les membres d'un club de soi-disant artistes sont pris de frissons et de convulsions dès qu'un tableau outrepasse les limites de ce qu'on peut supporter, assis à la table d'un salon de Beacon Street. » Pickman évoque ici l'idée de monde par-delà le nôtre, ce qui est une thématique qui me plaît beaucoup. Mais il met également un crochet à l'art moderne dépourvu d'âme. On a presque l'impression que Lovecraft parle au travers de son étrange personnage qui peint une horreur indicible. Pickman serait-il le reflet de Lovecraft ? À méditer. Le récit se poursuit en évoquant les inspirations de Pickman. Et ici, je cite Thurber. « Vous savez, il faut avoir beaucoup de talent et une parfaite compréhension de la nature pour produire des œuvres comme celle de Pickman. N'importe quel peintre du dimanche, qui fait des couvertures de magazines, peut barbouiller ses toiles de peinture et appeler cela « cauchemar » ou « sabbat des sorcières » ou « portrait du diable ». Mais seul un grand artiste peut rendre ce genre de choses véritablement effrayant ou lui donner l'apparence de la vérité. Parce que seul le véritable artiste connaît sur le bout des doigts l'anatomie de l'horreur et la physiologie de la peur. Osez me dire que vous n'avez pas envie d'en découvrir davantage sur ce mystérieux peintre.
On ressent évidemment dans ce paragraphe que je vous ai lu une antithèse entre le cauchemar, ce qui n'a rien de palpable, ainsi que les sorcières et le diable, issus du domaine du fantastique, et la vérité. L'irréel est opposé au réel. Puis on a une personnification de l'horreur et de la peur via les termes physiologie et anatomie. Comme si le véritable artiste les connaissait si bien qu'il était capable de les visualiser, de les engendrer tels de véritables êtres vivants. Il y a un travail tout au long de la nouvelle pour nous expliquer que Pickman ne fait pas dans le métaphorique ou dans l'illusion, mais semble peindre le réel corrompu, la réalité morbide d'un monde que seul lui semble voir. Si j'avais su ce que Pickman a vu. Mais non, allez, prenons un verre avant d'aller plus loin. Seigneur, je ne serais plus en vie si j'avais vu ce que cet homme, si c'était bel et bien un homme, a vu. Et évidemment, ces inspirations nous amènent à la véritable force de Pickman et de l'horreur de cette nouvelle, c'est le fait qu'elle va piocher dans le réel. Ici, je cite Pickman. Oui, Thurber, cela fait belle lurette que j'ai décidé que l'on devait faire la peinture de l'horreur, au même titre que celle de la beauté, que d'après nature. Ainsi me suis-je livré à l'exploration de certains lieux où j'avais des raisons de savoir que l'horreur existait. Ici, Pickman explique que l'horreur ne vient pas de son esprit, mais d'une réalité dont il a été témoin, et que son inspiration doit venir de ce qui existe. C'est donc une certaine curiosité, une envie de découvrir la véritable horreur qui va amener Pickman à sombrer dans une imagination horrible, trop terrible pour ses pairs. Pickman explique ensuite à Thurber qu'il loue une maison en ruine, possédant un puits dans sa cave. C'est dans cette pièce de ténèbres qu'il peint ces toiles terrifiantes, comme si l'inspiration lui venait directement depuis le puits, un puits menant vers un monde indescriptible. Et Pickman va emmener Thurber dans cette maison. Avant de la rejoindre, ils vont traverser des ruelles vieilles et sales, longer des maisons décrépites, comme s'ils s'enfonçaient dans l'enfer humain avant de rejoindre le portail vers l'enfer des démons de l'inspiration. Et le narrateur insiste là-dessus. À plusieurs reprises, il dira avoir oublié l'itinéraire, comme si les rues appartenaient à un autre monde, que leur logique échappait à tout entendement humain, ou qu'elle avalait toute humanité, tout esprit des voyageurs. Un dédale d'oubli avant de rejoindre la source de toute horreur. Et puis finalement, la nouvelle nous amène dans l'antre du peintre. Ici, je cite Thurber. Maintenant, Eliot, je dois vous avouer que je suis plutôt du genre de ce que l'homme de la rue qualifierait de dur à cuire. Pourtant, je dois reconnaître que ce que j'ai vu sur les murs de cette pièce m'a mis très mal à l'aise. C'était l'étoile de Pickman, vous voyez, celle qu'il ne pouvait pas peindre ni même exposer à Newbury Street. Et il avait bien raison de dire qu'il s'était plutôt lâché. Allez, prenez un autre verre, moi il m'en faut un en tout cas. Ah, j'adore. Quelle maîtrise du teasing. Tout comme le narrateur, poussé par la curiosité de découvrir les toiles interdites de Pickman, nous, lecteurs, n'avons qu'une envie, poursuivre notre chemin pour en découvrir davantage. Newbury Street, le club d'art, est utilisé dans ce paragraphe comme le seuil du tolérable, du respectable, d'humanité dans la peinture. Et alors qu'il arpente les dalles de la cave dans laquelle sont regroupées les œuvres malsaines de Pickman, Thurber se livre à une description de l'horreur indicible. Il est inutile que j'essaie de vous dire ce que ces toiles représentaient, parce que les mots sont impuissants à rendre tout ce qu'elles dégageaient d'abominable, d'horreur blasphématoire, d'incroyable abjection et de dépravation morale à partir de simples touches. On retrouve ici l'expression « mot impuissant » qui va venir s'opposer à la description et à, je cite, « dire ce que les toiles représentaient ». C'est un classique, encore une fois, chez Lovecraft. Il y a également l'accumulation, la gradation même dans les termes,
quoique assez flou dans ce qu'ils prétendent. Abominable, horreur, blasphématoire. Il y a au fil de la nouvelle, et l'entrée dans la cave en est l'aboutissement, un parallèle qui est fait entre la peinture de Pickman et la sorcellerie. Ce qui suit est dit par Thurber. Vous n'allez pas croire que ce soit l'horreur du thème et des décors qui achevèrent de m'abattre. Je ne suis plus un gosse de 3 ans, et j'avais déjà vu bien des choses de ce genre. Mais c'étaient les visages, Elliot, ces maudits visages, qui me regardaient depuis la toile en bavant, animés par le souffle même de la vie. Par Dieu, mon vieux, il semblait vraiment qu'ils étaient vivants. Cet immonde sorcier avait soufflé sur les braises de l'enfer avec ses pigments, et son pinceau, tel une baguette magique, avait donné vie à des créatures de cauchemar. Sachant que nous avons appris plus tôt dans la nouvelle que Pickman était un descendant d'une sorcière de Salem, Pickman est ici directement vu comme un sorcier pourvu d'une baguette magique, c'est-à-dire son pinceau. Comme si la peinture était capable de jeter des sorts sur les pauvres personnes qui osaient poser leurs yeux sur leur horreur. Dans ce paragraphe, on voit une évidente opposition entre les visages peints sur les toiles et l'idée de vie. Pickman dévoile petit à petit ses toiles à Thurber, et on voit une race à la fois canine et humaine qui habite ses œuvres, les changelins. Et plus Thurber regarde ces toiles, plus il réalise que les créatures se fondent dans la foule humaine en se métamorphosant. Il réalise également que Pickman semble s'être peint, plus jeune, avec les traits d'un changelin. Pickman est-il l'une de ces créatures? L'horreur est alors extrême, puisque le narrateur est enfermé avec Pickman dans sa cave, dans son antre, bloqué dans une maison en débris, perdu dans des ruelles inexistantes sur les cartes modernes. L'impression d'oppression est à son comble. Thurber dira « Ce qui nous était donné à voir n'était pas qu'une simple interprétation artistique, c'était l'enfer lui-même, dans toute sa pure et absolue réalité. C'était tout simplement cela, par le ciel. Cet homme n'était nullement un fantaisiste ou un romantique. Il n'essayait pas de nous transmettre cette impression bouillonnante, éphémère et prismatique des rêves, mais rendait froidement et sans état d'âme un monde d'horreur pérenne, mécanique et parfaitement organisé. Un monde qu'il voyait dans sa totalité, dans toute sa lumière, objectivement et sans détour. Dieu seul sait ce que ce monde pouvait être, et où Pickman avait pu apercevoir les silhouettes sacrilèges qui y bondissaient, trottaient et rampaient. Mais quelle que fût la source déconcertante de ces images, une chose sautait aux yeux. Pickman était, aussi bien sur le plan de la conception que de l'exécution, un peintre réaliste, redoutable et minutieux, au point d'en être presque scientifique. Ce passage résume toute l'excellence de la plume de Lovecraft, toutes les perfections de cette nouvelle. Pickman peint littéralement l'enfer, sans l'exagérer, mais de façon réaliste. C'est alors la réalité de l'horreur qui déstabilise le narrateur. Il n'y a pas de métaphore derrière ces visages démoniaques. Et c'est ce qui nous renvoie au début de la nouvelle avec son teasing sur l'horreur. Encore une fois, dans ce paragraphe, on voit une opposition, une antithèse entre deux champs lexicaux. Le premier, celui du fantastique. Interprétation, art, fantaisiste, romantique, impression. Et celui de la réalité. Le mot est d'ailleurs cité lui-même, réalité, mais il est accompagné aussi de pur, froidement, objectivement, réaliste, scientifique. En fait, Pickman est une sorte de pont entre le fantasme artistique et l'effrayante réalité. Il est un avatar de la transmission des sens et une incarnation de l'imagination. Oui, c'est à cause de ce bout de papier que j'ai rompu avec Pickman. Richard Upton Pickman, le plus grand artiste que j'ai jamais connu, et l'être le plus répugnant qui ait jamais franchi les frontières de la vie pour plonger dans les abîmes du mythe et de la folie. Elliot, le vieux Reid, avait raison. Pickman n'était pas tout à fait humain. Soit il était né dans quelque étrange royaume de l'ombre, soit il avait trouvé le moyen d'ouvrir le portail interdit. Dans tous les cas,
ça ne change rien, car il s'en est allé, retourné vers ces ténèbres fabuleuses qu'il adorait hanter. D'ailleurs, ne laissons pas le lustre s'éteindre. Pickman est un être venu d'ailleurs, issu de deux extrêmes opposés, le plus grand artiste et l'être le plus répugnant. Pickman est tout en opposition, en antithèse, en oxymore, tout comme l'ensemble du texte de l'écrivain de Providence. Quelle maestria! Et vint enfin le comble de cette horreur. Je cite de nouveau Thurber. Eh bien, pour ne rien vous cacher, ce papier n'était pas une photo de paysage. Il montrait simplement l'être monstrueux que Pickman était en train de peindre sur cette horrible toile. C'était son modèle, et l'arrière-plan n'était autre que le mur de son atelier, rendu dans ses moindres détails. Mais par Dieu, Eliot, c'était une photo d'après-nature. Nous atteignons enfin la conclusion. Toutes ces figures de style, d'antithèse et d'opposition utilisées par le narrateur atteignent ici leur comble. En fait, ce n'étaient pas que des figures de style, mais bel et bien la réalité. L'horreur imaginaire, enfin que l'on croyait imaginaire, existe bel et bien. L'horreur est vivante. Pickman se métamorphose-t-il en goule progressivement? Ou peut-être l'a-t-il toujours été? J'ai adoré cette nouvelle. Mais maintenant, j'aimerais parler un tout petit peu de l'adaptation que l'on peut trouver dans le cabinet des curiosités. Alors chacun se fait son propre avis sur cet épisode, mais j'ai trouvé qu'il y avait une bonne utilisation de l'horreur, un bon teasing au travers du personnage de Pickman. Je trouve que ce personnage est assez réussi dans l'adaptation. Cependant, on tombe un peu dans le grotesque, puisque l'horreur prend ici un aspect gore. Et je trouve que justement, cet épisode est un peu trop violent, un peu trop sanglant. On n'a pas assez cette descente en enfer que semble subir le protagoniste avant de rejoindre l'antre de Pickman. Pour moi, c'est quelque chose qui manque véritablement. Et le fait de révéler les ghouls à la fin, je veux dire de les montrer physiquement, nous fait quitter un peu l'horreur suggérée qui aurait été plus efficace avec la simple phrase « Ces tableaux ne viennent pas de mon imagination ». Les tableaux en eux-mêmes manquent de saveur, d'horreur, je trouve. C'est vrai que c'est assez risqué d'essayer de représenter visuellement ce que pourrait être de l'horreur indicible. Et puis la fin qui est rajoutée par rapport à la nouvelle, où l'on voit le drame dans la famille de Thurber, me semble un peu morbide inutilement. Enfin bon, ce n'est que mon avis, et c'est un avis assez bref évidemment, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que pour vous, cet épisode s'en tire bien par rapport à la nouvelle? J'ai hâte de voir ce que vous allez m'en dire. Allez, sur ce, je vous laisse, et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Merci d'avoir écouté celle-ci, à bientôt.